Oui, non mais ça ira. Bon, ben alors je vous avais préparé 3 ou 4 graphiques au début, et puis comme toujours ça marche pas. Donc vous inquiétez pas, on va faire 100. Mais je vais commencer par une espèce de constat. Hein. D'abord je vais vous dire que je suis très content d'être invité, très content d'être à Dax, parce que j'ai passé une partie de ma jeunesse et de mon à Auch et à Toulouse, où j'ai fait mes études. Et je faisais les tournois de tennis dans le coin, vous savez, parce que mon domaine allait de Sète à Saint-Jean-de-Luz à peu près, le long des Pyrénées comme ça. Et donc je me baladais à faire des tournois de tennis. Et à Dax, c'est là où j'ai pris une des plus belles raclées de ma vie. Donc ça m'a laissé des souvenirs impérissables, quoi. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'était un gars qui s'appelait Pierre Geoffrey, qui était un gaucher, qui était numéro 3 ou 4 français, et qui était le frère de François Geoffrey, mais il m'a mis une branlée, je vous raconte pas. Bon, c'était... bon, enfin, ça prouve qu'on ne peut pas être bon dans tout, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Bon, ben, je vais vous raconter un truc tout simple, si vous voulez, c'est que je vais essayer de réfléchir avec vous sur ce qu'est la notion de monnaie. C'est une notion extraordinairement importante. Et pour ça, je vais d'abord commencer par un constat. On a créé une nouvelle monnaie qui s'appelle l'euro. Et l'euro était censé aider à la convergence des pays européens. C'est-à-dire que ça, comme le disait Attali, on allait tous converger et devenir tous allemands. J'imagine rien de pire qu'un monde européen où on serait tous allemands, si vous voulez. Je les aime bien, mais transformer les Italiens ou les Français en Allemands, ça serait une énorme perte pour la civilisation, quoi, s'il n'y a pas de doute. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a l'euro? La première des choses, je vais vous faire un petit dessin, puisque je ne peux pas vous le montrer, c'est que de 1950, grosso modo, oui, mettez-le là, ça serait peut-être mieux, de 1950 à 2000, c'est-à-dire quand même 50 ans, il se passait le phénomène suivant, c'est-à-dire que vous preniez la production industrielle des différents pays, c'est-à-dire le nombre de voitures qu'ils font, le nombre de machines à laver, tout ce que vous voulez. Vous commencez en 1950, et puis ça faisait ça, si vous voulez, l'Allemagne faisait ça, la France faisait ça, l'Italie faisait ça, et tout le monde en 1980, en commençant en 1950, était au même point. Donc les économies européennes convergeaient parfaitement avant. Elles étaient là, elles convergeaient les unes vers les autres. Depuis qu'on a l'euro, c'est comme s'il y avait une énorme fusée qui était tombée sur l'Europe, qui en avait détruit la moitié. La production industrielle allemande, base 100 ici, est à 138. Et la production italienne est à 75, et la production française est à 90. Vous voyez ? Donc ce qui s'est passé, c'est que depuis l'euro existe, les économies européennes se sont mises à diverger, à la place de toujours converger comme elles le faisaient autrefois. Et un système en physique, certains d'entre vous ont peut-être fait des études de physique, qui diverge naturellement, est un système qui toujours explose. Un système qui converge naturellement est un système qui n'explose jamais. Donc nous sommes passés dans un système qui n'explosait jamais, qui était flexible, et qui était flexible à cause des taux de change. Et c'est sur lequel je vais revenir, si vous voulez. À partir du moment où vous bloquez votre taux de change avec quelqu'un qui travaille mieux que vous, ben, vous vous mettez en faillite. Il ne faut pas avoir fait de longues études pour savoir ça, quoi. La seule façon de vous en sortir, c'est d'ajuster votre taux de change à la baisse pour son accroissement de productivité qui est plus forte que la vôtre. Bon. Donc l'euro est un désastre. Quand l'euro est sorti, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes ». Les lions étant les entrepreneurs, les ânes étant les fonctionnaires, et qui nous avaient monté ce système imbécile, dans lequel je disais que l'euro, c'était la thèse du livre, allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, nous y sommes, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais avant de réfléchir à ce qu'on fait, il faut peut-être aussi réfléchir à pourquoi ça a raté. Si vous voulez, il y a quand même, avant d'essayer de trouver une nouvelle solution, je ne sais pas si vous avez remarqué, les économistes du style de Minc, Attali ou ces gars-là, ils ont toujours une nouvelle solution à vous présenter et ils ne vous expliquent jamais pourquoi ils se sont plantés depuis toujours, quoi. Donc quand quelque chose a bien raté, colossalement raté comme l'euro, il faut quand même essayer de réfléchir pourquoi ça a raté. Quelles sont les raisons profondes? Alors,
je vais vous faire bosser. À votre avis, la première question à laquelle on doit répondre, c'est pourquoi une monnaie a de la valeur? Parce que ça ne coûte rien à produire. Hein. Alors pourquoi ça a de la valeur? Quelqu'un sait? C'est le reflet de l'économie, c'est pas loin. Elle représente une contrepartie parce qu'elle est vraiment dédiée en contrepartie d'une vraie production. C'est la thèse d'Aristote. D'accord, c'est la thèse de Platon. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Alors il y a trois thèses, il y a trois personnes historiques qui ont discuté de la monnaie. La première, c'est Aristote, qui disait la monnaie a de la valeur. Pendant la Grèce antique, c'était la monnaie argent. Vous savez, c'était l'argent métal qui était la monnaie. Parce que ça coûte très cher à produire. Mais vous vous rendez bien compte que c'est une question qui n'est pas une réponse qui n'est pas une réponse, parce que pourquoi faire quelque chose de très cher à produire qui sert à rien? Ben oui, mais la rareté, si vous voulez, par exemple, l'or, ça sert à rien. C'est rare, mais pourquoi vous acceptez quelque chose qui est très cher et qui sert à rien? Si vous êtes dans un désert avec l'or, vous n'en faites rien. Donc, si vous voulez, c'est une tautologie, c'est pas une explication. L'explication d'Aristote, vous pouvez la contre-valeur d'une monnaie, ça veut dire que vous êtes dans le fond dans la valeur travail. Et la valeur travail, tout le monde sait, depuis les Autrichiens, que c'est une saloperie. Donc, quelqu'un qui est pour une contrepartie réelle à la monnaie, il a un problème de valeur travail dans la tête. Donc, ça marche pas. Le deuxième, c'est Platon. Alors, Platon, il vous a dit la monnaie a de la valeur parce que c'est une convention sociale. Dans le fond, ça nous arrange. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire c'est la valeur subjective de la monnaie. Bon, tout le monde est d'accord, on échange parce que c'est utile. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Et alors la troisième personne qui a parlé de la monnaie, et dont c'est curieux d'ailleurs parce qu'on n'en parle jamais, c'est le Christ. Alors le Christ, si vous voulez, il a les pharisiens qui arrivent, et les pharisiens lui disent donc, Rabbi, là, il y a une pièce avec... est-ce qu'on doit payer ses impôts avec cette pièce? Et le Christ dit, quelle tête, quelle face y a-t-il sur la pièce? Qui a-t-il sur la pièce? Et on lui dit, c'est César. Et il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est là-dessus qu'a été fait la séparation des pouvoirs dans toute l'Europe chrétienne. Mais ce que les gens oublient, c'est que le Christ vous dit deux choses. Il vous dit, la monnaie, c'est César, c'est-à-dire la monnaie, c'est l'État. Et la monnaie, ça sert à payer les impôts. Et c'est deux choses dont on ne parle jamais. Et pourtant, qui sont claires comme de la roche pour quiconque veut regarder clairement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une volonté de vivre ensemble, qui s'exprime par justement cette convention sociale de la monnaie, et on est tous là, on est d'accord pour utiliser la monnaie. Ça veut dire qu'on est d'accord tous ensemble pour utiliser la monnaie. Mais il n'y a pas d'endroit où on est tous d'accord tous ensemble sans qu'on délègue à une organisation ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Vous savez, c'est-à-dire la possibilité de vous mettre en prison si vous ne respectez pas vos contrats, si vous ne respectez pas. Donc, dans toute organisation humaine, il y a quelqu'un qui vous délégue, le chef de la tribu, celui qui a la plus grosse massue, ou j'en sais rien quoi. Donc vous déléguez le... Pour que ce gars-là puisse exercer son pouvoir, il doit pouvoir lever des impôts. Et ces impôts doivent être dans une monnaie que lui contrôle. Donc si vous voulez, César et la monnaie, c'est l'envers et l'endroit de la même chose. C'est le monopole de la violence légitime. Ça ne peut pas être autre chose. Vous arrivez donc lentement comme ça, et on passe à la notion de nation. Alors une nation, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté de vivre ensemble, disait Renan, avec un historique commun. Très bien. Mais ce n'est pas du tout la nation allemande. La nation allemande, les Allemands se définissent comme un peuple, une langue et un territoire. La notion française de nation est complètement différente. Celle de Renan, c'est on est français si on veut être français. Si vous voulez, Romain Gary disait « Je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines, mais la France coule dans mon sang ». Et il a été plus français que n'importe qui, compagnon de la Libération, etc. Donc, être français, c'est pas du tout être allemand. Vous ne naissez pas français, vous devenez français. C'est une autre notion de la nation, qui est une notion que je trouve beaucoup plus noble, personnellement. Donc, vous voulez être la notion française. Et donc, quand vous êtes l'État, vous allez avoir des transferts à effectuer. Et vous allez utiliser les impôts pour ça. C'est
c'est à ça qu'ils servent. Hein. Bon, pour les missions régaliennes, mais aussi pour des transferts sociaux, n'importe quoi. Et alors là, c'est là où on rentre dans un problème assez lourd. Imaginez une seconde que vous ayez un pays comme la France, où les Français veulent avoir 70% de fonctionnaires de plus par tête pour 10 000 habitants que les Allemands. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Ils peuvent avoir 70% de fonctionnaires de plus, c'est une décision politique, c'est un droit constitutionnel des Français d'être gérés comme des cochons. C'est pas mon problème. Oui, c'est pas moi. Bon, qui paye ces fonctionnaires? Qui paye ces fonctionnaires? Les contribuables. Et vous avez parfaitement raison, qui paye, c'est le secteur privé, parce que l'État ne peut pas s'imposer lui-même. C'est complètement idiot. Donc, c'est le secteur privé. Donc, vous avez maintenant les Allemands qui ont 70% de fonctionnaires français de moins, et donc, faire fonctionner l'État allemand coûte 12% de plus de points de PIB, 12% de points de PIB, 45 contre 57, que de faire fonctionner l'État français. Donc l'entrepreneur français commence, quand il doit faire concurrence aux Allemands, avec 12 points de PIB dans les dents. Moi, ce que je veux dire, c'est ce qui n'est pas rien, hein. Il commence à moins 12. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Alors dans le temps, ce qui se passait, c'est que comme le travailleur français était plus productif que le travailleur allemand, on s'en sortait vaguement et on dévaluait de temps en temps, ce qui en mettait les pendules à l'heure. Et quand vous dévaluez, qu'est-ce que vous faites? Vous transférez du pognon, du fonctionnaire, à l'entrepreneur. Quand vous ne pouvez plus dévaluer, qu'est-ce que vous faites? Vous transférez du pognon de l'entrepreneur, dont les profits ne cessent de baisser, vers le fonctionnaire. Il ne peut pas en être autrement. Une dévaluation, c'est un outil qui permet de transférer du capital et de l'argent de ceux qui sont dans la fonction publique, de ceux qui ne sont pas. Bon. Alors, une fois qu'on est arrivé à cette belle description, ce que j'essaye de dire est tout... Oui? Question? Ah non, je croyais qu'il y avait une question là-bas. Vous pouvez poser des questions quand vous voulez, hein, vous m'arrêtez quand vous voulez, parce que moi j'adore les monologues, mais il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Vous pouvez poser des questions. Alors, la vraie question c'est... Donc, on peut avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, on peut avoir 70% de fonctionnaires de plus que les Allemands, mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. Les deux sont complètement incompatibles. Prenez l'exemple de l'Italie. L'Italie a énormément souffert d'un homme qui s'appelait Garibaldi, qui, comme disait un de mes amis, a réuni une part de l'Afrique avec une part de l'Europe. C'était ce qui n'était pas une bonne idée. Enfin, ce que disent mes amis italiens. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur. Hein, mais... Donc Garibaldi, il a fait ça. Alors depuis, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les méfaits d'une monnaie unique en Italie. Parce que les gars du Nord, ils étaient parfaitement compétents. C'était des Allemands là, qui étaient dans la place du Pau. Il y avait un paquet qui est dans les montagnes qui parlait l'allemand. Et puis là-bas, vous aviez les Italiens du Sud. Donc, comme ils n'étaient pas compétitifs dans l'Italie du Sud, on envoyait des subventions de l'Italie du Nord. Et donc la façon dont les Italiens du Sud s'en sortaient, c'est quand ça devenait trop cher pour eux, l'Italie du Nord, on dévaluait la lire, donc on payait les gars dans le Sud en lire, et dans le Nord, on gagnait des Deutschmark. Ce que je veux dire, c'est comme ça qu'ils s'en sortaient. Au bout de 20 ans ou 10 ans, où ils font qu'envoyer des Deutschmark dans le Sud, ben, toute l'industrie italienne est détruite. Et l'industrie italienne, aujourd'hui, est en lambeaux, et le chômage explose. Et donc, ce que j'essaye de dire, si vous voulez, c'est que l'euro, c'est une machine à foutre en l'air l'Europe. Quand l'euro a été créé, j'ai écrit « L'euro va détruire l'Europe que j'aimais, celle de la diversité ». C'est-à-dire, chacun fait ses expériences dans son coin, et puis si ça ne marche pas, eh ben, sa monnaie se viande, et tout le monde s'en fout. Si vous voulez, il y a que Madame Thatcher, que j'aimais beaucoup, j'ai vécu sous Thatcher en Angleterre, elle avait une phrase que je trouvais admirable. D'abord, elle avait beaucoup d'humour aussi. Elle disait « Le taux de change, ça n'est pas un symbole de virilité. »
disait c'est très embêtant, mais les banquiers centraux sont des vieux messieurs et ils prennent tous le taux de change pour un symbole de virilité. Mais on s'en fout du taux de change, c'est exactement comme le prix de la baguette. Quelqu'un qui s'imagine capable de fixer le taux de change, là où il devrait être, mais pourquoi ne fixe-t-il pas le prix de la baguette? Pourquoi ne fixe-t-il pas le prix de la boîte de sardines? Je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est un prix comme un autre. Alors à quoi ça nous a amené? Je continue. Et ça nous a amené à une situation très étrange. Parce que vous savez, le système capitaliste fonctionne parce qu'il a accès à ce qu'on appelle le système des prix. Les informations que prend l'entrepreneur de base pour arriver à ses décisions, ce sont des prix. S'il trouve quelque chose qui lui rapportera beaucoup et qui ne coûte pas cher à faire, il va se précipiter pour le faire. S'il trouve quelque chose qui ne lui rapporte rien, il va arrêter de le faire. Or, tous les prix dans un système économique dépendent de deux prix. Le premier prix, c'est le taux d'intérêt, qui vous donne la relation avec le futur, c'est au travers de ce qu'on appelle le mécanisme d'escompte. Donc vous voyez, vous êtes capable de comparer le présent et le futur grâce à l'escompte. Et le deuxième prix, c'est le taux de change qui vous dit combien vous devez faire à la maison, combien vous devez faire en dehors de la maison. Et ce que je veux dire, le taux d'intérêt et le taux de change, c'est les deux prix. Or, en Europe aujourd'hui, ces deux prix sont faux. Ce sont des prix déterminés par des omniscients. Ils sont complètement faux. Ça veut dire que tous les prix en Europe sont faux. Tous. Il n'y a pas un seul prix, le prix de la baguette, tout est faux. Parce que tout est influencé par ça. Ça ne veut plus rien dire. On est dans un système de prix qui ne peut plus rien dire. Et donc à ce moment-là, les entrepreneurs ne peuvent plus prendre de décision. Comment voulez-vous qu'ils prennent des décisions puisqu'ils savent que leur système d'information, les prix, est faux. Et donc à ce moment-là, on se retrouve dans un monde où tout le monde arrête de prendre des décisions et qui va vers la stagnation. C'est ce qui se passe en Europe. Donc, n'imaginez pas une seconde que ça n'a pas d'influence sur votre vie de tous les jours. Ça a une influence gigantesque. Alors, la deuxième partie, c'est pourquoi ils ont fait ça. Alors là, il faut remonter à ce qu'est l'Europe. Intellectuellement, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez deux conceptions de l'Europe qui naviguent en parallèle depuis très longtemps. Vous avez l'Europe chrétienne de 1250, celle des papes, de Saint-Louis, etc., où chacun faisait ses expériences dans son coin. Vous aviez, je ne sais pas, le Saint-Empire romain germanique qui n'était ni saint, ni romain, ni germanique, puisqu'il était en Sicile, mais enfin c'était un truc un peu bizarre. Vous aviez de l'autre côté le début des États-nations avec la France et la Grande-Bretagne, c'était le début des États-nations. Vous aviez les villes-États avec Venise, Amsterdam. Vous aviez la Ligue antéasiatique qui était un truc très très bizarre, une espèce de puissance incroyable, mais c'était une alliance entre ports, enfin c'était un peu curieux. Donc chacun faisait son truc dans son coin, et puis quand on se mettait un peu trop sur la gueule, on allait faire arbitrer ça par la papauté à Rome. Et le principe essentiel, c'était dans le fond la subsidiarité. Chacun faisait son truc et puis personne n'embêtait. Et puis il y a un fantôme qui hante l'histoire européenne, c'est l'Empire romain. Donc le premier, c'est une espèce d'Europe de la liberté. Vous voyez, chacun fait ce qu'il veut. Le deuxième, c'est une Europe puissance. C'est-à-dire recréer l'Empire romain. Ça, c'est le rêve. Et c'est là que Charlemagne, Napoléon, Louis XIV, Charles Quint, Hitler, se sont tous fracassés. Le désir de recréer un État européen à puissance, c'est la mort à chaque fois, c'est le sang, c'est les larmes. Il ne faut pas se tromper. Et donc, on avait commencé l'Europe. L'Europe, aussi curieux que ça paraisse, a été créée par une initiative littéralement de la papauté. C'est-à-dire c'était Pie XII qui a convaincu Robert Schuman, catholique rénan, Adenauer, catholique rénan, De Gasperi, catholique rénan aussi, de toute façon ils parlaient allemand tous les trois ensemble, de recréer une espèce d'Europe où chacun ferait ses expériences dans son coin et régi par le principe de subsidiarité. Si quelque chose pouvait être traité à l'échelle locale, on ne l'appelait pas à l'échelle supérieure. Vous voyez, c'était ça le principe de subsidiarité. Et puis ça, c'était donc l'Europe
Renan. Vous voyez, puisqu'il y a un Allemand ici, il sait de quoi je parle. Dans le fond, l'Allemagne avait été organisée comme ça pendant une grande partie de son histoire, jusqu'à Bismarck. Ça avait été un peu le truc comme ça marchait plus ou moins, mais ça marchait pas mal. Il se passait plein de choses en Allemagne. Hein. À partir de Bismarck, ça s'est gâté. Si je peux me permettre. Donc, et puis de l'autre côté, il y avait les partisans de l'Empire romain qui étaient sous la bannière d'un gars qui s'appelait Jean Monnet, qui détestait la démocratie. Fondamentalement, il détestait la démocratie, Jean Monnet. Il haïssait la démocratie. Il ne voulait pas qu'il y ait de vote. Il voulait que ce soit la technocratie qui gouverne. Et ça, là-dedans, les socialistes français se sont engouffrés comme des fous. Et donc, quand l'Allemagne s'est réunifiée, au début des années 90, la diplomatie française a eu une peur absolument panique, parce qu'ils se sont dit, 20 Dieu, l'Allemagne se réunifie, ce qui a toujours été la peur du Quai d'Orsay, hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme eux, ils sont bien gérés, je reviens à votre problème, comme eux, ils sont bien gérés, la monnaie financière en Europe, ça va devenir le Deutsche Mark. Et nous, on se servira du franc français pour acheter nos baguettes de pain. Ça deviendra une espèce de monnaie locale qui ne voudra rien dire. Et vous pensez bien qu'un inspecteur des finances ne peut pas s'imaginer inférieur à un Allemand. Déjà, il ne peut pas s'imaginer inférieur à un Français. Donc, j'ai jamais connu une entreprise qui n'était pas foudroyée par un inspecteur des finances en l'espace de 3 ans. Quoi. Tout le monde sait ça. Quoi. Je vous signale que nous venons d'en élire un, hein, donc je lui donne 3 ans. Dans le meilleur des cas. Et donc, bon, on avance comme ça, et donc à ce moment-là, ils ont fait le siège de Mitterrand pour capturer la monnaie et l'enlever aux mains des Allemands. Parce que la Bundesbank, comme disait Jacques Delors, il disait tous les Allemands ne croient pas en Dieu, mais tous les Allemands croient en la Bundesbank. Vous savez, c'était... Après, ils avaient créé un système de gestion de la monnaie, les Allemands, qui était de la gestion d'un bien commun. La monnaie, c'est un bien commun. Et c'était des gars qui étaient là et qui étaient responsables sur leur bien personnel des décisions qu'ils prenaient. Ils n'avaient aucune influence politique. Ceux qui avaient décidé que la Bundesbank serait totalement indépendante, dans la constitution allemande, vous le croirez ou pas, c'est les Anglais. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait un système monétaire qui refasse ce qu'avait fait Hitler, avec Sartre, de recréer, vous savez, de financer le réarmement de l'Allemagne. Donc il avait dit on va mettre des gens qui sont complètement indépendants politiques. Bon. Et à ce moment-là, ce brave Mitterrand est allé voir Kohl et lui a mis le marché en main. La France ne s'opposera pas à la réunification de l'Allemagne, à condition que l'Allemagne accepte l'euro. Ça a été le marché. Et à ce moment-là, Kohl a accepté, et Mitterrand est sorti triomphant de la réunion en disant « J'ai cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles se sont déclouées depuis. Hein. Donc, quelque part, ça a été une décision politique pour créer un État européen. Cet État européen, on commence par la monnaie. Ensuite, on va nous coller, c'est ce que dit M. Juncker, un ministre des Finances, et puis une armée. Et je vous en fiche mon billet, le grand projet de Macron, c'est de vendre l'armée française à l'Allemagne. Ça me paraît, mais c'est inscrit dedans, on peut pas, c'est visible comme le nez au milieu du visage. C'est pour ça qu'il a viré Pierre de Villiers, qu'il n'aurait jamais accepté. Donc quelque part, on a eu une volonté politique de créer cet État. Il y a eu un coup d'État qui s'est passé à la fin des années 90 pour imposer au peuple européen qui ne le voulait pas ce nouvel État européen. Les Français ont voté contre, ils l'ont eu quand même. Les Hollandais ont voté contre, ils l'ont eu quand même. Et les Anglais, toujours les plus malins, ont dit si ça vous fait rien, à partir du moment où notre droit n'est plus sous le contrôle de la Chambre des Lords ou de la Chambre des communes, mais devient sous le contrôle de la Cour de justice européenne, on s'en va. Les Anglais ne sont pas partis pour des raisons économiques, ils sont partis pour des raisons philosophiques. Ils n'ont pas inventé la Magna Carta et la séparation des pouvoirs pour se faire donner des ordres par des gars que personne n'a élus, comme me l'avait dit Tony Benn, qui était un politique anglais très malin et très à gauche. Il disait la démocratie, c'est tout simple, c'est tous les 5 ans, on peut virer les couillons. On les vire. Or, en Europe, ni on peut les nommer, ni on peut les virer. Mais il n'est pas maître de son ordre du jour.
Il n'est pas maître de son ordre du jour, c'est-à-dire qu'il ne peut qu'entériner ce qu'a décidé la Commission. Et la Commission est à la fois pouvoir législatif et pouvoir exécutif, ce qui n'a pas d'exemple. Oui, mais le pouvoir, il ne se réunit jamais. Il ne se réunit jamais. La Commission décide et le reste... Non, mais la Commission, si vous voulez, c'est elle qui prépare tout. Ouais, elle ne décide pas, j'entends bien, mais vous avez déjà vu une proposition de la Commission refusée? Le commissaire européen, ben, si vous voulez, c'est un fonctionnaire comme un autre, mais il y a... Ce que je veux dire, si je reviens à la première idée que j'avais, c'est qu'il n'y a pas de nation européenne. Il n'y a pas de volonté de vivre ensemble européen. Personne, si vous demandez à un bourgeois à Francfort de payer plus d'impôts pour que les Français aient 70% de fonctionnaires de plus, il va vous envoyer péter. Et il aura raison. Donc ce que je veux dire, c'est que on a mis la charrue avant les bœufs. On aurait dû commencer par se réformer. Quand on s'était réformé, on aurait eu des taux de change qui seraient allés lentement mais sûrement en convergence les uns vers les autres. Mais s'imaginer qu'on va se réformer après, eh ben ça ne marche pas, parce que quand vous êtes dans une récession comme la France est depuis bientôt 10-15 ans, je vous signale, je voulais vous montrer quelques graphiques que j'ai pas pu montrer puisque ce foutu appareil ne marche pas, mais ça c'est pas étonnant. Sabotage, absolument. C'est encore la faute de l'Allemagne, ça je suis sûr. Je suis absus. Non mais il y a quelqu'un qui m'en veut là. Mais je vous signale que la croissance du secteur privé en France depuis l'euro, c'est-à-dire de la création de richesse, est d'à peu près 0,3% par an. Alors qu'avant, c'était 3% par an. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez aussi, depuis 1998, le moment où les monnaies ont été définitivement bloquées, quel est l'État qui a eu le PIB la plus forte hausse en Europe? Bon, ben l'Estonie, mais c'est pas ça, oui, bien sûr. Ils sont là-bas, ils sont tout petits. Non, je parle des gros. Eh ben, c'est la France. Pourquoi? Parce que nous, notre PIB du secteur public, il est monté de 34%. Et oui, mais c'est dans le PIB, ce truc. Vous savez, je ne sais pas si vous savez comment le PIB est calculé. Vous mettez d'un côté la valeur ajoutée créée par les entreprises, c'est-à-dire, mettons, un système autrichien, et de l'autre côté, les dépenses de l'État, c'est-à-dire un système marxiste. Vous agitez les deux, et ça vous donne le PIB. Donc le PIB allemand du secteur privé pendant cette période, il est monté de 24%, et le nôtre, il est monté de 4%. Et voilà, donc si vous voulez, c'est un système qui diverge. Aujourd'hui, compte tenu du fait que le coût du capital est plus bas en Allemagne, le coût des réglementations est plus bas, le coût du travail est plus bas, si vous voulez faire un investissement, vous êtes débile si vous ne le faites pas en Allemagne. Et ça n'a rien à voir avec la monnaie, et tout à voir avec la rentabilité des entreprises. La marge brute d'autofinancement des entreprises françaises est au plus bas depuis 50 ans. Mais attendez une seconde. Là, vous parlez sur un sujet... Elles n'ont jamais gagné autant d'argent. Mais qui a gagné cet argent? C'est les sociétés cotées au CAC 40. Elles ont 80% de leur chiffre d'affaires en dehors de France. Non, bougez pas. Moi, quand je parle de la marge brute d'autofinancement des entreprises qui est au plus bas en France, c'est pour les entreprises qui travaillent en France. C'est pas celle... C'est-à-dire, c'est la rentabilité du capital investi en France. Ça n'est rien d'autre. Donc, ce que je dis, c'est que la rentabilité du capital investi en France est la moitié de ce qu'elle est en Allemagne. Pour ce que je veux dire, parce qu'on a 10% de fonctionnaires de plus, par exemple. On a donné 54 milliards d'entreprises avec le 54 milliards. Nous en donnons 5 milliards par an pour permettre aux PME de... Mais on n'a pas besoin de... Vous savez, les entreprises... 10 000 € d'impôts sur le capital par an. Pour aider les entreprises. Mais le coût de leur pognon à l'étranger. C'est ça. Jean, on va laisser Charles répondre. Non, mais si vous voulez, la chose la plus simple pour une entreprise, vous savez, il y a une loi qui ne connaît pas
pas d'exception, c'est ce qu'on appelle le théorème de Schmitt. Le théorème de Schmitt, qui était le chancelier en Allemagne, il disait les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Ça ne connaît pas. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que, je n'ai pas pu vous le montrer, je suis désolé, mais si vous faites un graphique avec la rentabilité des entreprises françaises d'un côté, elle est au plus bas, et vous avez une relation quasiment parfaite avec le chômage, avec un an d'écart. C'est-à-dire que si les entreprises ont de la rentabilité qui baisse, le chômage monte. Si les entreprises ont la rentabilité qui monte, le chômage baisse. Et donc c'est d'une simplicité biblique, si vous voulez. Le seul qui crée des emplois, c'est les entreprises. Si vous créez, je peux vous montrer aussi grâce à toute une série de calculs savants que j'ai fait, que si vous embauchez un fonctionnaire, ça crée 3 chômeurs de plus. Et si vous virez un fonctionnaire, ça crée 3 emplois de plus. Les Anglais, avec Cameron, ont viré 600 000 fonctionnaires, ce qui n'est pas rien, et ils ont créé depuis 2,5 millions d'emplois. Donc ce que je veux dire, c'est que partout vous retrouvez, parce que qui paye le fonctionnaire, c'est l'entrepreneur en fin de parcours. Il n'y a pas d'autre solution. Donc s'imaginer que l'État peut créer des emplois est encore une ânerie considérable. La réalité statistique, c'est que si vous avez des entreprises en France, vous ne gagnez pas d'argent avec, quoi. Et si l'État vous donne des subventions, il ferait mieux de baisser vos impôts. Ça serait beaucoup mieux. Et de vous simplifier la vie. C'est pas parce que l'État me file 10 milliards que je vais gagner du pognon. Ben non, vous inquiétez pas, ça c'est comme là, vous savez, quand vous donnez de l'argent à la Croix-Rouge, ça nourrit tout le monde sauf Haïti, quoi. Il n'y a pas un rond qui arrive à Haïti, c'est connu ça. Ça fait partie des... Donc pour nous résumer, on a eu un coup d'État contre la démocratie qui a été fait par des gens non élus. Ce coup d'État est en train d'échouer. Et ça nous laisse dans une situation, à nous qui aimons l'Europe, parce que personne n'aime l'Europe plus que moi, ça nous laisse dans une situation difficile, parce qu'il va falloir imaginer ce qui va se passer derrière. Parce qu'on va tout droit vers un échec sanglant. Et que chaque fois qu'en Europe, il y a eu un de ces échecs sanglants créés par une tentative de créer un État européen, ça s'est mal terminé. Donc on a une espèce de tentative de créer une espèce d'Union soviétique molle, là, qui va échouer comme l'Union soviétique a échoué. Et derrière, eh ben, il va falloir être prêt à ramasser les morceaux, parce que ça ne va pas être beau à voir. Hein. Et heureusement, il y aura l'Angleterre qui sera là pour nous aider. Non, pas du tout, les Anglais ils sont toujours là. Vous savez, s'il n'y avait pas eu les Anglais, on parlerait allemand ou russe. Hein. Faut pas se tromper. Hein. Les Anglais, si vous demandez à 99%... Oui, avec l'aide des Américains, mais c'est des enfants naturels, ça, les Anglais. Le naturel, c'est un enfant naturel, les Anglais, vous savez. Et pour ceux qui s'intéressent au placement financier, comme on rentre dans une période peut-être un peu troublée, je vais vous donner un conseil que mon fils a émis, que je trouve extrêmement malin, c'est qu'il dit, vous devriez avoir votre argent dans un pays où la reine d'Angleterre est sur le billet. Parce que là, vous êtes certain qu'il y a l'état de droit. L'Angleterre a inventé la notion d'état de droit et ils la respecteront partout. Donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, le Canada, c'est très très bien, ça vous permettra, et j'ai fait des tas de calculs, ça marche aussi bien que les autres. Quand ça va bien et quand ça va pas bien, ça marche mieux. Donc pour ceux d'entre vous qui ont quelques petites économies, regardez les pays où il y a la reine d'Angleterre sur le billet. C'est pas plus mal qu'autre chose. Donc on va mettre fin à l'intervention de Charles Gave. Vous pouvez le remercier et l'applaudir.